20h, l'événement, c'est une nouvelle page d'actualité dans l'info du vrai. Merci de nous rejoindre sur Canal+. Le pape François entame le 3e jour de sa visite en Colombie. Il est venu bénir la réconciliation de l'État colombien avec les FARC, une guérilla qui a fait des centaines de milliers de morts depuis 50 ans. Alors au fond, ce pape sud-américain, il est né en Argentine, est-il un pape de gauche, un révolutionnaire, bercé par l'histoire des régimes marxistes de son continent? On va voir en tout cas qu'il se dévoile de façon surprenante dans un livre d'entretien avec l'intellectuel français Dominique Volton, un dialogue inédit. Mais avant cela, avec vous, Patrice Boisfer, on va revenir sur cette visite en Colombie, ce pays à 80% catholique. Oui, cet accueil très chaleureux, Laurence. Le pape François de retour chez lui en Amérique du Sud. C'est l'événement, 5 jours en Colombie, 4 villes. Cette durée inhabituellement longue pour un séjour dans un pays couronne la signature de l'accord de paix entre le gouvernement et la guérilla des FARC. Julien Garel. Il avait prévenu en octobre dernier qu'il ne se rendrait en Colombie que lorsqu'un processus de paix irréversible serait engagé. À son arrivée à Bogota mercredi, le pape François a été accueilli par une foule en transe. Point culminant de ce déplacement, cette messe prononcée hier dans la capitale colombienne. Devant un parterre de fidèles, François délivre son message. Il prône l'unité et la réconciliation nationale dans ce pays miné depuis plus de 5 décennies par la violence et les guérillas. Nous devons dissiper les ténèbres de l'injustice, de la soif de vengeance et de l'inégalité sociale, les ténèbres de l'égoïsme et de l'irrespect envers la vie humaine qui fauchent quotidiennement l'existence de tant d'innocents. C'est le président colombien Juan Manuel Santos qui a engagé ce processus de pacification. Pour avoir signé un accord de désengagement militaire avec les FARC, il a reçu en 2016 le prix Nobel de la paix. Le premier pas vers la réconciliation est le plus important de tous. Le silence des fusils ne sert à rien si les cœurs demeurent armés. Pour apaiser un peu plus les esprits, le président compte sur la voix du pape, une parole de poids dans un pays encore extrêmement croyant. Bien sûr, nous soutenons la paix. Et grâce à sa visite, nous comprenons que oui, c'est possible. Mais une parole également contestée par les ultra-catholiques conservateurs. Ils jugent le pape François trop progressiste, notamment concernant les droits des femmes et des homosexuels. Comme disent les diplomates, la visite est non grata. Pourquoi? Parce que c'est un faux pape, un faux prophète de Dieu. Il est probable qu'au lieu d'apporter des bénédictions au pays, il apporte des malédictions. Demain, le pape se rendra à Medellín, ancienne capitale mondiale du trafic de drogue, et achèvera son déplacement dimanche à Carthagène des Indes. La ville détient le taux de pauvreté le plus élevé de Colombie. Et ce pape François reste une énigme pour beaucoup. En août dernier, son appel en faveur des migrants et des réfugiés a parfois semé le trouble chez les chrétiens en Europe. D'où cette question. Le pape François est-il de gauche? Dans son livre d'entretien Politique et Société, il parle de sa vision à l'intellectuel français Dominique Volton. Hugues Dago. C'était l'année dernière. Le pape François, dans le camp de rétention de Moria, sur l'île grecque de Lesbos. Un pape très attendu par ces centaines de réfugiés qui espèrent une réponse à leur demande d'asile. Ce jour-là, le souverain pontife repart de Lesbos avec 3 familles de réfugiés syriens qui ont fui la guerre. Direction le Vatican. À l'arrivée, tous sont pris en charge par une communauté de fidèles catholiques et ils apprennent l'italien. Il y a quelques jours, François a même avancé quelques mesures concrètes pour les migrants, en faveur du regroupement familial, du droit du sol ou pour la création de visas humanitaires. Le sort des réfugiés, une question chevillée au corps du pape, il l'explique dans ce livre de discussion. Notre théologie est une théologie de migrants. Jésus lui-même a été un réfugié, un immigrant. Une question qu'il a même soulevée à Strasbourg il y a 3 ans, à la tribune du Parlement européen. Le temps est venu pour nous d'abandonner l'idée d'une Europe effrayante et centrée sur elle-même, afin de relancer et d'encourager une Europe du leadership, de la science, de l'art, de la musique, des valeurs humaines et de la foi.
Une Europe qui contemple les cieux et poursuit de grands idéaux. Une Europe qui prend soin, défend et protège chaque homme et chaque femme. Cette critique rappelle que le pape François ne supporte pas les inégalités de richesse entre les pays du Nord et du Sud. D'ailleurs, son constat est très clair. L'économie libérale de marché est une folie. Mais alors, le pape est-il de gauche? Réponse à la sortie de la messe. Moi, je suis vraiment un homme de droite, à la fois tradit et charismatique. Et pour moi, c'est un vrai pape, un très bon pape. De gauche, de droite, est-ce que ça veut encore dire quelque chose aujourd'hui, surtout en France? Non, moi je pense que le pape a des convictions, des choses à dire, il les dit. François est aussi un réformateur. Il est plusieurs fois monté au créneau contre ce qu'il appelle la rigidité de l'Église catholique. Comme lorsqu'il a décidé d'étendre à tous les prêtres le pouvoir d'absoudre l'avortement à tout moment de l'année. L'avortement, c'est grave, c'est un péché grave, c'est le meurtre d'un innocent. Mais si péché il y a, il faut faciliter le pardon. De gauche ou non, ce pape ouvert, humaniste, moderne à sa manière, se définit d'abord comme un homme libre. Et pour répondre à cette question épineuse, les réponses de nos invités. Bonsoir Isabelle de Golemin. Bonsoir. Rédactrice en chef au journal La Croix, qui fait sa une aujourd'hui, la réconciliation au cœur des discours du pape. Vous avez été longtemps, il faut le préciser, le rappeler, la correspondante de La Croix au Vatican. Et Jean-François Colosimo, bonsoir. Bonsoir. Historien des religions, enseignant de philosophie, éditeur aussi. Vous êtes le patron des éditions du CERF. Alors Isabelle de Golemin, c'est une question un peu compliquée. Est-ce qu'il est de gauche? Est-ce qu'il y a un moyen d'y répondre? Et pourquoi est-ce qu'il communique autant? Comment est-ce que vous expliquez ce déplacement en Colombie? Alors, première chose, non, il n'est pas de gauche. Ou alors, dans ce cas-là, la gauche serait contre l'avortement, la gauche serait contre le mariage pour tous, puisque dans le livre, il prend clairement position là-dessus. Non, il n'est pas de gauche, mais par contre, ce qu'il dit souvent dans le livre, c'est qu'il parle d'ouverture. Ça, je crois que c'est important. C'est-à-dire qu'il est ouvert, et pour lui, la foi est comme une sorte de cheminement. Il ne faut jamais s'arrêter une fois pour toutes, et donc il est en perpétuel mouvement. C'est peut-être comme ça qu'on pourrait bien le définir pour un peu aller au-delà du débat droite-gauche. Alors, sinon, la Colombie, il fait ce qu'il a fait à Cuba, ce qu'il fait là où il va. C'est-à-dire que c'est un pape qui milite beaucoup pour la paix et qui arrive dans un pays qui est très divisé. On l'a vu avec le référendum. Il faut se souvenir que les Colombiens étaient contre les accords de paix quand même. Le peuple colombien est divisé. L'Église colombienne est très divisée aussi. Et donc voilà, là, il leur dit, écoutez, on oublie ce qui se passe. Là, ce soir, il y a une célébration avec 6000 victimes. Et puis, on va apporter un crucifix où on voit le Christ, des FARC, on le rappelle, c'est une guérilla qui a fait des otages et des centaines de milliers de morts. Il faut que vous ayez la force d'aller au-dessus, de pardonner et d'aller vers la paix. Donc ça, c'est ce qu'il fait. En plus, il est en Colombie, il est chez lui, c'est l'Amérique latine. Voilà. Jean-François Colosimo, il est chez lui en Amérique latine, effectivement, il est né en Argentine. Qu'est-ce qu'il vient faire, au fond? Ok, il vient amener ce message de réconciliation, de paix. Mais il y a un autre ressort à cette visite, selon vous? Oui, il y a un ressort qui est assez important, c'est que l'Amérique latine, ça a été la matrice de la fameuse théologie de la libération, qui s'est beaucoup abîmée, il faut le dire, à un moment dans le marxisme, et qui a été condamnée par tout de même Jean-Paul II. Alors, évidemment, lui, il porte quoi? Une théologie un peu différente. De la théologie du peuple, c'est la version argentine. C'est une version qui ne veut pas être totalement communiste, marxiste, idéologique, qui fait la part, en fait, des cultures, qui fait la part aussi des caractères nationaux, mais qui est résolument du côté du peuple. Alors, si être du côté du peuple, c'est être de gauche, dans ce cas-là, il est de gauche, mais à la manière de l'Amérique latine, c'est-à-dire une église de la contestation qui refuse d'être une église de l'ordre. Il dit l'église, ce n'est pas le pape, ce ne sont pas les prêtres, ce ne sont pas les évêques. C'est le peuple, encore une fois, c'est ça le plus important pour lui. C'est ce qu'il dit beaucoup. Donc, du coup, il est, alors là, c'est vrai, il est ce qu'on dit anticlérical. C'est-à-dire qu'il critique beaucoup une attitude des prêtres qui serait une attitude de pouvoir. Il dit, vous n'êtes pas là pour faire les prêtres, pour être comme un peu une hiérarchie militaire, vous êtes là pour être proche des gens. Et c'est vraiment dans le peuple. Et dans le peuple, c'est dans les plus pauvres, les plus petits. Et ça, il le dit beaucoup, ce qui explique sa position sur les migrants. Mais en même temps, c'est vraiment, comment dire, l'Église a toujours été comme ça. L'Église a toujours été du côté des pauvres. Oui, mais les papes n'ont pas toujours été comme ça. Alors, si, mais ils ne l'ont pas exprimé de cette manière aussi forte, d'une part. D'autre part, lui, il a cette cohérence parce que lui-même, il a été pasteur à Buenos Aires d'une grande agglomération avec beaucoup de pauvres. Il a été très proche des bidonvilles, etc. Donc, en même temps, quand il dit ça, il sait de quoi il parle. C'est peut-être la différence avec, par exemple, Benoît XVI. D'après vous, il a déjà marqué l'histoire par sa singularité? Oui, mais c'est surtout le pape de l'anti-mondialisation et de l'antilibéralisme là-dessus, c'est très clair.
Rappelez-vous, lorsqu'il a été en bisbille avec Donald Trump sur la question du mur, hein, il y a la théologie du peuple, c'est important. Il y a une notion qui est importante, c'est les périphéries. C'est dans les périphéries que se joue en fait l'humanité. Les périphéries, c'est pas que les endroits les plus loin du monde, c'est les endroits aussi où on est abandonné, où on meurt. Ce sont effectivement les bidonvilles, mais aussi les hôpitaux, etc. Donc on déplace le centre, on casse les murs. C'est ça son idée fondamentale qui le fait apparaître à la fois comme un progressiste, mais il n'est pas vraiment sur des questions dogmatiques fondamentales, anthropologiques, et qu'il fait apparaître aussi comme un populiste. Parce que pour lui, le peuple a un flair mystique. C'est-à-dire, si on veut chercher une vérité, il faut d'abord aller voir le peuple avant d'aller voir les élites. Et là-dessus, il est véritablement, je dirais, il peut faire plaisir aux altermondialistes, oui. Alors, les altermondialistes aussi leur pape. On va revenir à ce livre, une rencontre avec Dominique Volton, je le disais, 12 rencontres, et ça allait sur plus de 2 ans. C'est des heures et des heures de conversation que Dominique Volton, un intellectuel français, a eu avec le pape. C'est assez exceptionnel. Mais qu'est-ce qu'on apprend dans ce livre, Isabelle Golemin? On voit son vrai visage, on apprend son rapport aux femmes. Qu'est-ce qu'on apprend vraiment? Alors, en fait, on est face à un homme qui nous explique un peu comment est sa foi, quel est son rapport à Dieu, comment il vit sa fonction de pape. Ce que n'est surtout pas ce livre, c'est une théologie ou un programme, parce que c'est pas très bien construit en fait, hein. C'est très à bâton rompu. On se dit qu'on a face à nous quelqu'un qui est sympathique, qui dit des choses importantes. Il dit par exemple, l'Église ne doit rejeter personne. Et ça, c'est quand même très important. Et il se bat beaucoup pour que la religion ne soit pas une religion, ce qu'on peut dire, du licite ou de l'illicite. Ce qui est interdit, ce qui est permis. C'est le en même temps d'Emmanuel Macron. Hein. Non, c'est pas vraiment le en même temps. C'est permis, c'est interdit, on ne peut plus le dire. C'est pas en même temps. C'est de dire que chaque personne, il faut l'accueillir comme elle est et chaque personne peut faire un chemin. C'est plutôt ça. Donc, c'est plutôt l'accueil et l'accompagnement. Voilà, c'est pas vraiment le en même temps. Mais c'est important parce que c'est vrai que la religion catholique, comme toutes les religions, me semble-t-il, était menacée par cette dérive un peu, en disant, il y a le vrai, il y a le faux, et tous ceux qui ne sont pas dans le vrai, ils sortent de l'Église. Donc je crois que c'est important. Jean-Vincent Colosimo, nous sommes tous des migrants. Jésus a été un migrant et un réfugié. C'est un peu facile, non ? C'est à la fois, vous direz que c'est un peu facile, mais d'abord, vous avez vu qu'il paye cher cet engagement au sein même de son Église, donc ça ne doit pas être si facile tout de même. Et d'autre part, c'est tout à fait cette théologie d'Amérique latine, et on peut regretter qu'elle ne soit pas un peu mieux expliquée dans le livre, qui est de prendre la Bible et de réinterpréter la Bible pour aujourd'hui. Vous voyez, le peuple hébreu qui sort de l'esclavage en Égypte, ce n'est pas simplement un récit d'il y a 3000 ans, c'est aujourd'hui, il y a des gens, et donc on identifie les choses. Quand il pense, évidemment, à Jésus migrant, d'abord parce que pour lui, théologiquement, c'est le Fils de Dieu qui est venu sur Terre, donc c'est quand même Dieu qui se déplace pour visiter l'humanité, c'est pas tout à fait ses conditions. Et puis il y a aussi l'affaire de la Sainte Famille. Jésus, les parents de Jésus doivent partir, n'est-ce pas, en Égypte, parce qu'il va y avoir le massacre des saints innocents. Il est fidèle, d'après vous ? C'est très fort pour le pape. Et vous voyez d'ailleurs, là où il n'est pas du tout de gauche, et Isabelle l'a très bien dit, sur l'avortement, il a étendu le pouvoir de pardon. Mais vous avez bien entendu ce qu'il dit, ce sont des phrases quand même très fortes. Il est fidèle, d'après vous, à l'enseignement des évangiles ? Mais écoutez, si le pape n'est pas fidèle, c'est pas du tout une manière. C'est la question que l'on se pose, c'est vrai que ça revient souvent. Je crois qu'il y a le fait que beaucoup de chrétiens en Europe le comprennent mal. Et oui. Pourquoi ? Parce qu'ils sont dans un sentiment de petit nombre, réduit. Par rapport à cette déclaration en août dernier avec les migrants, c'est ça ? La maison brûle. Il y a une perte de l'identité. On ne sait plus même très bien ce que c'est que le christianisme aujourd'hui en France, n'est-ce pas ? Etc. Donc, face à ça, eux qui voient souvent la figure du pape comme une figure de soutien, c'est la colonne de vérité, d'un coup, ils ont un pape qui trouve un peu plus pyromane que pompier. Mais lui, je crois qu'il se sent bien dans ce rôle parce qu'il sent que sa mission, c'est de réveiller, d'allumer, de briser, et non pas du tout de rassurer à tout prix. Il parle de l'Église comme d'un hôpital de campagne. Et puis je crois que dans l'Évangile, vous avez un Jésus qui parle à tout le monde, la femme prostituée, le collecteur d'impôts trop riche, voilà. Donc on est un peu dans ce cadre-là. Parler à tout le monde, notamment aux autres religions. Il lance un appel dans ce livre à la religion musulmane, aux musulmans. Il leur dit quasiment, allez, il faut réformer certains passages du Coran, comme nous, les chrétiens, nous avons réformé certains passages des Écritures. Alors on va demander à Tariq Abou-Nour, théologien et imam de 5 mosquées d'Île-de-France, son avis sur la question, sur ces propos du pape. Il est interrogé par Sonia Sadon. Ça a été déjà fait, c'est pas seulement possible, ça a été déjà fait. C'est ça qui m'étonne un peu du pape. Je pense qu'il faut qu'il se fasse conseiller
par des théologiens musulmans, puisque ce travail d'interprétation, on appelle ça l'exégèse, la science de tafsir, l'exégèse, a été déjà fait. Et il y a eu déjà cette bonne interprétation du Coran qui respecte le contexte. Et il faut bien séparer dans le Coran, dans les textes scripturaires, que ce soit Coran ou Sunna, ce qu'on appelle les versets immuables, les textes immuables, comme l'unicité de Dieu, qui ne peut pas être réformée, hein, comme les 5 prières quotidiennes qu'on fait, pareil, hein, on ne peut pas les réformer, on ne peut pas les changer. Et les textes qui sont interprétables, et qui parle du variable. Le variable, c'est-à-dire les textes qui dépendent d'un contexte. Le texte, il est toujours interprétable si on ne fait abstraction, si on fait abstraction de son contexte, on peut toujours l'utiliser et assassiner avec au nom de ce texte, alors qu'il dit tout le contraire. Le pape, justement, parle d'un manque d'ouverture de la part de la religion musulmane. Comment est-ce que ça s'explique, selon vous? Si il manque une ouverture, c'est une question d'individu, c'est une question ponctuelle, peut-être par région, peut-être si vous allez en Afghanistan avec tout ce qui s'est passé, vous aurez moins d'ouverture. Peut-être que si vous allez dans des régions reculées d'Irak ou de Pakistan, avec ce qui se passe, vous aurez effectivement moins d'ouverture et plus d'hostilité, vu effectivement les drones et vu la situation de guerre et le chaos qui y règne. Oui, vous aurez effectivement moins d'ouverture. Il y a certains musulmans, ou certains qui se prétendent musulmans, ou certaines personnes d'origine musulmane, qui effectivement font n'importe quoi. Et ça, c'est quelque chose que moi, je ne peux pas empêcher. Comme on aura évidemment des chrétiens, des juifs qui vont faire aussi n'importe quoi, qui vont peut-être tuer, alors que évidemment on sait que dans leur religion on ne peut pas, dans la religion on ne peut pas tuer. C'est une question, encore une fois, de personnes et non de religion. Et le travail de réforme, il doit se concentrer sur le combat de l'ignorance, le combat de la précarité et évidemment le bien vivre ensemble et le dialogue interreligieux. Alors, je vous ai vu réagir tous les deux pendant cette interview. Vous n'êtes pas d'accord avec cette vision de la lecture des Écritures, Jean-François Colossimo? Que vient de développer l'imam, là? Oui. Donc, je crois qu'on est dans l'irréalisme le plus complet. Parce qu'il y a une clôture de l'interprétation dans l'islam sunnite qui est très très ancienne et qui représente un véritable problème aujourd'hui. Qu'il y ait eu des lectures différentes du Coran selon les contextes, personne ne le nie. Qu'il n'y ait pas eu ce retour critique qui s'est établi en Occident pour les catholiques, les protestants, les orthodoxes y compris, sur le fait de dissocier le littéralisme de l'écriture, finalement, de l'inspiration de l'écriture, c'est évident. Mais juste un mot, on voit la difficulté du boulot du pape. Il fait son boulot lorsqu'il jette des ponts vers l'islam. On peut regretter d'ailleurs que le livre le laisse un peu trop facilement passer là-dessus, comme si tout était facile. On voit bien qu'il y a une véritable difficulté aujourd'hui du dialogue, d'autant plus qu'il y a... Il est impossible ce dialogue finalement alors? Il est très compliqué. Il n'y a plus aujourd'hui que l'Église catholique qui, au niveau international, le met de manière si consistante sur le domaine culturel. Isabelle Golemin, vous êtes d'accord avec ça? Il n'y a pas de dialogue? Je pense que cet imam, il est quelque part un peu naïf parce qu'il y a effectivement, il y a vraiment des musulmans, des intellectuels musulmans aujourd'hui qui travaillent, mais ils sont très minoritaires. Il n'y a qu'à voir la condition de la femme dans la plupart des pays musulmans, il n'y a qu'à voir tout ce qui concerne l'héritage, il n'y a qu'à voir toutes les fatwas qui viennent comme ça brimer les gens au nom de l'islam. Donc je suis pas du tout d'accord, le travail n'a pas été fait, ou en tout cas il y reste trop minoritaire. Et aujourd'hui, y compris dans les mosquées de France, le discours est encore extrêmement rigoriste. Donc de fait, le dialogue est possible, parce que c'est un dialogue d'homme à homme, et par exemple cet homme-là que nous venons de voir est sûrement quelqu'un de très bonne volonté, le dialogue est possible, mais il y a un sacré travail à faire du côté de l'islam. Mais le pape va poursuivre sur cette voie du dialogue, mais avec qui est-ce qu'il va dialoguer? Il n'a pas d'homologue évidemment, il n'y a pas de... On l'a vu là avec le grand moufti d'Al-Azhar. Al-Azhar, c'est le centre coranique du Caire, en Égypte, qui est réputé pour être un Vatican, avec de très gros guillemets, du monde musulman. C'est pour ça qu'il va se rendre en Égypte, le pape, il l'a annoncé qu'il parce que le patron d'Al-Azhar est venu lui rendre visite à Rome. Donc il va rendre la visite en retour. Mais le patron d'Al-Azhar n'est pas du tout le pape des musulmans sunnites. Il n'y a pas de clergé dans l'islam sunnite, et donc il n'y a pas de centre d'autorité. C'est une grosse difficulté qui n'existe pas dans l'islam chiite, en Iran par exemple, où il y a là un véritable clergé avec des grands ayatollahs, etc. Et donc il y a une construction pyramidale. En fait, il s'est déjà rendu au Caire en mai dernier, et juste avant qu'il arrive, justement, le grand imam d'Al-Azhar a fait accepter un texte, non sans mal, qui reconnaît la possibilité
aux hommes d'avoir d'autres religions que la religion musulmane. Donc, vous voyez où est-ce qu'on en est. C'est quand même encore très très timide et que déjà ça passe mal de dire qu'il y a des possibilités d'autres religions que la religion musulmane et qu'il faut accepter ce dialogue avec ces autres religions. On voit bien qu'il y a un énorme travail, mais ça va se faire, c'est en train de se faire, c'est difficile et il faut vraiment dire que les gens aujourd'hui qui dialoguent du côté de l'islam sont des gens souvent qui risquent leur vie. Donc il faut vraiment dialoguer avec eux. Comment justement le pape François reçoit les critiques? On se souvient qu'il avait accueilli 3 familles de Syriens il y a quelques semaines. C'est vrai que alors, dans le livre, il montre une grande liberté. Hein. Il dit, écoutez, c'est pas grave, je sais qu'on me critique, mais voilà, je suis comme ça, je fais ce que je fais, je fais ce que je dis. Je pense que lui, il a une sorte de liberté intérieure qui est due à son parcours, à son âge, à sa personnalité aussi, et qui fait que ça ne l'arrête pas. Par contre, autour, les gens sont de fait un peu inquiets. Et c'est vrai que ses derniers propos sur les migrants, où il a dit que ce qui primait, c'était l'accueil de l'individu. Il est petit-fils de migrant, on le rappelle. Voilà, il est lui-même petit-fils de migrant, mais il a dit l'accueil de la personne prime sur la sécurité du collectif, ce qui en période de terrorisme a choqué beaucoup de gens, ce qui n'est rien d'autre que la doctrine traditionnelle de l'Église. Hein. On dit toujours que le particulier doit primer d'abord, mais c'est vrai que ça a fait mal. Et là, je pense qu'il se rend compte qu'il va sans doute un petit peu loin. Et puis il y a aussi cette critique en règle, Jean-François Colossimo, du capitalisme, du consumérisme, de cette obsession de l'argent. Mais ça, c'est pas une critique pour le coup qui vient de l'Amérique latine. Une des grandes traditions de lecture du pape, ce sont les catholiques français qui ont écrit entre 1880 et 1920. Les Blois, les Péguy, les Bernanos. Et donc là, c'est la sainte détestation de l'argent. Il le répète sans arrêt. L'argent, c'est le diable. En ça, il est marxiste ou pas? Il n'est pas marxiste, il est terriblement catholique français. Vous voyez, alors là, pour le coup, je veux dire, c'est vraiment pas marxiste, ça. Et c'est très, pour le coup, dans la culture catholique latine. On n'est pas là dans une culture protestante, calviniste, néo-protestante américaine. Mais un point important, c'est qu'il est très autoritaire. Et donc, en fait, il est assez blindé face aux critiques, parce que malgré tout, il est quand même un peu moins, si vous me permettez l'expression, cool qu'il n'a l'air. Hein. C'est un vrai chef. Isabelle Goldman, un mot de son rapport avec les femmes, il en parle, hein, notamment celle qui a fait son éducation politique, une communiste. Oui. Et ça l'a formée idéologiquement, vous pensez ou pas? Alors non, je ne pense pas que c'est ce qu'il a formé idéologiquement. Honnêtement, quand la formation jésuite, puisque c'est un pape jésuite, elle est très très longue, hein, c'est 10 ans d'études, donc c'est ça qui l'a formé. Après, de fait, je pense que c'est avec elle qu'il a pu beaucoup discuter, qu'il a découvert qu'il y avait d'autres manières de penser et qu'il s'est confronté à elle. Et puis, toujours ce pape, il est dans un rapport direct. Donc s'il trouve quelqu'un de sympathique, ce qui s'est sans doute passé avec Dominique Volton, il accepte le dialogue et il n'y a pas de problème. Ça ne veut pas dire qu'il se laisse influencer, hein, je pense. Mais alors, pour les femmes, on va voir. Pour l'instant, très honnêtement, il n'a pas fait grand-chose. Il a une vision des femmes, souvent il cite sa grand-mère, bon, c'est bien gentil, mais on peut dire qu'au niveau de l'Église, à Rome, ça n'avance pas beaucoup. Il y a toujours absolument que des hommes au poste de responsabilité. Merci à tous les deux. Le Papa confesse, c'est donc ce livre d'entretien avec Dominique Volton, un dialogue inédit aux éditions de l'Observateur. C'était 20h l'événement qui sera rediffusé ce soir évidemment sur CNews. Dans un instant, 20h le reportage. Nous sommes allés dans un village qui est perdu car il a perdu Maëlys, disparu depuis le 27 août dernier. Pont de Beauvoisin se mobilise, on verra comment. Mais tout de suite, c'est Patrice Boisfer pour l'essentiel de l'actualité. Dans l'actualité de ce vendredi 8 septembre, et il y a aussi le cœur de Pierre Berger qui s'est arrêté de battre ce matin à l'âge de 86 ans. Un séisme meurtrier dans le Pacifique ressenti jusqu'à Mexico. Mais d'abord, Irma et ses scènes de désolation aux Antilles. Les secours ont bien du mal à arriver à Saint-Barth et à Saint-Martin, car José, un autre cyclone est en approche. Les plages n'ont plus rien de paradisiaque. 2 jours après le passage d'Irma, l'étendue des dégâts se dévoile sur l'île de Saint-Martin. Le toit de cet hôtel a été soufflé, comme ses vitres et ses clôtures. Des arbres, des pans de murs, des meubles, partout des débris, sur les routes et au travers des maisons. Le coût des dégâts aux Antilles françaises devrait dépasser les 200 millions d'euros. Et les habitants craignent à présent les pillages. Il y a des pilleurs de cyclones. Les gars sont armés, sortent de quartiers plus ou moins respectables. Et après avoir pillé les magasins, après avoir pillé les entrepôts, ils vont venir piller les particuliers. Les secours s'organisent pour venir en aide aux sinistrés. La priorité, distribuer de l'eau potable, notamment pour éviter le développement du choléra. Depuis cet après-midi, plus aucun bateau ne part de Guadeloupe. Les conditions climatiques sont trop mauvaises, avec l'arrivée de l'ouragan José demain.
La terre a tremblé très fort au Mexique. Une secousse de 8,2 a été enregistrée dans le sud du pays. Elle a été ressentie jusqu'ici, à Mexico, la capitale, située à plus d'1 millier de kilomètres de l'épicentre. Jamais le Mexique n'avait connu un séisme aussi puissant en un siècle. On a entendu les bâtiments craquer, puis les lumières se sont éteintes. J'ai attrapé une amie et j'ai pleuré. J'ai pleuré car j'ai eu très peur. Je n'avais jamais vécu quelque chose d'aussi effrayant, avec les bruits et les gens partout. L'épicentre était situé dans le Pacifique, à environ 100 km au large des côtes de l'État de Chiapas. Là-bas, les maisons se sont effondrées. La secousse a surpris tout le monde. Elle a eu lieu peu avant minuit, à l'heure où la population s'apprêtait à se coucher. D'heure en heure, le bilan des victimes s'est alourdi. Et ce soir, le Mexique comptait déjà plus d'une trentaine de morts. Homme d'affaires, figure de la mode, amoureux des arts, difficile d'énumérer tous les costumes que Pierre Berger aura endossés. Arrivé à Paris à 18 ans, il côtoie Cocteau, Aragon, Camus, mais aussi et surtout Yves Saint-Laurent, dont il partage la vie et gère la carrière, tout en défendant les droits des homosexuels. Il avait un esprit complètement dans son temps et même assez en avance. Et il avait une vision qui était souvent extrêmement pertinente du monde. À la mort d'Yves Saint-Laurent, Pierre Berger met aux enchères leur collection d'art. Plus de 370 millions d'euros récoltés et investis notamment dans la recherche contre le sida. Le cœur de Pierre Berger a toujours battu à gauche, et ce, dès son plus jeune âge. Moi, ma première manif, je l'ai faite sur les épaules de mon père. Manif dans laquelle tout le monde criait « Blum au pouvoir, Blum au pouvoir ». Mobilisé aux côtés de François Mitterrand, il a plus récemment soutenu Emmanuel Macron, le dernier engagement politique d'un des plus grands mécènes français du XXe siècle. C'est dans cette maison que Marcelle Mézières a passé les dernières années de sa vie. Cette ancienne agricultrice n'a pas eu d'enfant. Elle s'est éteinte en laissant une jolie surprise à sa commune, près d'1 million d'euros, qu'elle lègue au Centre communal d'action sociale. C'est clairement exprimé que c'est pour le CCAS, et même c'est mis entre parenthèses BAS, qui avant voulait dire Bureau d'aide sociale. Dans son testament, la défunte a posé une seule condition. Cette somme doit bénéficier aux personnes âgées. Alors comment la mairie va-t-elle utiliser ce don ? Les pistes envisagées, des travaux dans la maison de retraite ou la construction d'un logement au cœur du bourg pour les retraités. La présidente du club du 3e âge a sa préférence. Ils vont démolir la salle où on est et on va être logé provisoirement dans une autre salle. Alors oui, ce serait très bien qu'il y ait une salle pour les aînés, ce serait très bien. Quel que soit le projet retenu par la commune, il portera le nom de sa bienfaitrice, Marcelle Mézières. 20h, le reportage intitulé ce soir Maëlys, le village enquête. Cela fera 2 semaines demain, samedi, que Maëlys, cet enfant de 9 ans, a disparu lors d'un mariage qui devait être heureux. Le village de Pont-de-Beauvoisin est désespéré. Maëlys est dans toutes les têtes, tout le monde est obsédé. Les chasseurs fouillent les forêts, les mères de famille en appellent aux médiums et aux magnétiseurs pour tenter de la retrouver. Reportage Sébastien Pouquet et Margot Bachelier. On est tous tendus et angoissés, ça serait vraiment ce climat angoissant. On est tous sous le choc, on aimerait bien que cette affaire soit résolue très rapidement. On n'a toujours pas retrouvé la petite, donc c'est vrai que ça fait peur. Dès qu'on se réveille, on a toujours la pensée là-dessus, quoi. Et tout le monde a peur, quoi. Il est tout pile 6 heures. Un appel à témoins lancé dans le secteur de Pont-de-Beauvoisin. Une fillette de 9 ans a disparu de la salle des fêtes de la ville où elle assistait à un mariage. Stéphanie Bonnet vit juste au-dessus de l'endroit où Maëlys a été vue pour la dernière fois. On est juste à côté, juste au-dessus du parking où il y avait un barnum qui était installé là. Donc après, la fête se déroulait dans la salle, sans doute aussi derrière.
Elle se souvient de cette nuit-là et de ce réveil brutal. On a été réveillés par les chiens et puis l'hélicoptère qui tournait tout autour là. On s'est dit voilà, peut-être que quelqu'un a emmené la petite fille, qu'il est passé par là, qu'il est même allé chez nous. Enfin, on sait pas. C'est que puis je sais pas. Oui, on sent presque la présence de la petite fille, enfin de son histoire à nos côtés, quoi. Et tout en sachant rien, ça fait quelque chose. Ouais. Un visage, le visage, partout, sur les vitrines et dans les esprits. Dans un mariage, on ne fait pas attention. Je veux dire, voilà, les enfants ils jouent, c'est une soirée heureuse, et qu'il se passe un drame pareil, je veux dire, c'est inconcevable. C'est inconcevable. Il y a des mobilisations qui sont faites, des recherches par les habitants. Voilà, on espère tous un dénouement heureux. L'angoisse a mis les habitants en chemin à la recherche de Maëlys. Toi, cette zone, ça a tout été fait. Cette zone-là, ça a tout été fait. Ce côté-là, ça a tout été fait aussi. Ça a été ratissé en long, en large et en travers. Alexandre Miguet est chasseur. Avec son ami Thierry Buret, cela fait plusieurs jours qu'il parcourt cette région des Préalpes, où le relief est escarpé, la forêt épaisse et l'eau abondante. T'as des étangs de partout dans le coin ici, c'est des marais de partout. Donc il y a vraiment Ils ont fait des petits étangs, des petits coins, des petits... On arrive au lac de Romagneux. Donc le lac qui est en contrebas dessous. Voilà. C'est le lac le plus près de la salle. Une rivière, 3 grands lacs, des dizaines de cours d'eau, d'étangs, de marais compliquent la tâche des enquêteurs. Maëlys reste introuvable. Les craintes des habitants se confirment. À la lecture de la presse ou à l'écoute de la radio, l'enquête avance. Coup de théâtre dans l'enquête sur la disparition de Maëlys. Un suspect mis en examen pour enlèvement. Des traces d'ADN ont été retrouvées dans sa voiture. Les soupçons se portent sur un ancien militaire invité au mariage. Ici, tout le monde se connaît. Aux terrasses de café, l'arrestation ne laisse personne indifférent. On connaît un petit peu la personne qui a été arrêtée, donc on se demande si c'est vrai ou pas. C'est des gens qu'on a côtoyés et tout, donc on est un peu... C'est vrai qu'on est sous la colère. Si c'est lui qui a fait ça, c'est terrible. L'affaire obsède et commence à peser jusque dans les petits gestes de la vie de tous les jours. Je lâche plus ma fille et je laisse plus mon fils aller tout seul au collège maintenant. C'est fini et j'attends toujours que ma fille, quand je la pose à l'école, qu'elle soit rentrée dans sa classe pour partir tranquillement. Les enfants parlent tous les jours et nous on agit différemment, c'est-à-dire que mon fils par exemple aujourd'hui je lui demande de rester devant le portail et pas de m'attendre comme il faisait avant plus haut, voilà. Alors, certaines mamans ont décidé de prendre les choses en main. Jusqu'à 1h du matin, j'ai des messages, voire 2h du matin. Après avoir créé une page Facebook, Corinne et Dalila ont des journées bien remplies. La page a plus de 6000 abonnés et parmi eux, des médiums. Ah, il y en a une, donc bonjour, je peux vous parler. Il y en a une qui me dit il fait noir et il n'y a pas de lumière du jour et j'entends du bruit comme des travaux pas loin. Oui, c'est pas la peine. Alors, elle dit quoi? La nature, les pierres, l'eau sont les fils conducteurs pour trouver la petite. Donc là, on rassemble le peu d'infos qu'on peut avoir par rapport à 2 personnes avec qui nous sommes en lien. Qui, oui, sont médiums, comme on dit, on y croit ou on n'y croit pas. Hein. Grouper les infos, de voir si c'est, on va dire, cohérent ou pas. Et on fait le point et le lendemain, on se met une zone à ratisser
Et on part la journée, le midi c'est casse-croûte et on part toute la journée et on fouille. Voilà. Et on fouille. Des fouilles, il y en a eu presque tous les jours. Voilà, on essaie de vraiment tout faire pour arriver à retrouver cette petite. On espère qu'elle soit toujours vivante. Alexandre et Thierry retournent sur les lieux de la battue du week-end dernier, organisée par la gendarmerie. 1300 personnes y ont participé. On a commencé là, on s'est tous mis en ligne, et puis on a ratissé le bois jusqu'au bout. Tu vois, le gué... On est descendu jusqu'en bas? On est descendu jusqu'en bas, tu vois, le gué il est au fond. Ouais. Tu vois, donc bah nous c'est pareil. Ouais. Tu vois, le gué est quand même vachement bas. Nous, dans la zone qu'on a fait, on avait moins de bois qui descendait. Ouais, alors que nous, tu vois, nous, la zone qu'on a fait, bah, on était 4 ou 5 là, et tout le reste, on était dans le talus en bas à faire jusqu'au bout, quoi. En pleine forêt, nous ne sommes pourtant qu'à 800 mètres à vol d'oiseau de la salle des fêtes. On a fait notre devoir de citoyen. On a été solidaires avec la famille, c'est le principal. À l'heure qu'il est, Maëlys est toujours quelque part, perdue dans le paysage. Voilà pour ce 20h reportage signé Sébastien Pouquet et Margot Bachelier. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci Patrice de m'avoir accompagné lors de cette première de l'Info du Vrai. Dès lundi, vous retrouvez bien entendu Yves Calvi. On se donne rendez-vous vendredi prochain. D'ici là, toute l'info, vous pouvez la suivre dès maintenant sur CNews. Bon week-end à tous.